Battlefield 2042 est un cauchemar de game designer. Je le sais, parce que je suis game designer. En formation! Oui, en formation, mais ça m'empêche pas de savoir un petit peu de quoi je parle quand même. Battlefield 2042 est le dernier opus d'une des plus grandes franchises cultes du jeu vidéo, la franchise Battlefield. Alors, je vais pas m'étendre sur l'histoire de la franchise, il me faudrait des heures, mais je vais quand même vous faire un petit résumé. Battlefield est un FPS, un First Person Shooter, un jeu qui vous met donc directement dans le point de vue d'un personnage. La saga commence en 2002 avec Battlefield 1942, un jeu qui vous plonge en pleine Seconde Guerre mondiale. Depuis, elle compte au moins 12 jeux, sans oublier des myriades d'extensions et des spin-offs mobiles, c'est un titan du FPS à l'échelle de son principal concurrent, Call of Duty. Battlefield nous a fait visiter toutes les époques, de la Première Guerre mondiale au futur incertain du 22e siècle, en passant par les guerres modernes. Certains Battlefield ont une campagne, un mode histoire, mais la franchise est surtout connue pour son contenu multijoueur. Car on ne peut pas parler de Battlefield sans parler de son mode conquête qui fait s'affronter 64 joueurs répartis en deux équipes sur une gigantesque carte disposant de plusieurs points d'intérêt qu'il faut capturer. Plus vous contrôlez d'objectifs, plus votre adversaire perd de tickets sur la durée. L'équipe qui arrive à 0 ticket a perdu. Et pour défendre vos objectifs et capturer ceux de vos ennemis, alors là, vous aviez le choix. Véhicules terrestres, aériens, infanterie, explosifs, lance-roquettes, j'en passe et des meilleurs. Le game design de Battlefield depuis 2002, c'était « Voilà des jouets, maintenant éclatez-vous ». Une formule qu'ils ont conservée et peaufinée au fur et à mesure des années, ajoutant sans cesse de nouvelles idées, améliorant les graphismes, les moteurs de jeu et bien plus encore. Alors tout n'était pas parfait, la franchise a connu son lot de hauts et de bas, avec des opus plus ou moins appréciés, je pense notamment à Battlefield 2142 et Battlefield Hardline, mais aussi beaucoup de décisions douteuses. Mais Battlefield 2042 est l'exemple le plus récent d'un des plus gros foirages de la franchise, et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Et probablement dans d'autres après, parce que putain j'en ai des choses à dire. Battlefield 2042. Changer une recette qui gagne. Battlefield 2042 a instauré un paquet de changements dans le noyau de gameplay design du jeu. Le premier étant les spécialistes. Battlefield reposait depuis le tout premier opus sur un système de classes. Dans un jeu à 64, donc à 32 contre 32 sur de très grands champs de bataille, vous ne pouvez pas gagner une partie à vous seul. Vous devez aussi prendre en considération les actions de vos alliés et agir en conséquence. Cela encourage la coopération et le jeu en équipe. Cependant, pour éviter également d'étouffer les individualités et faire en sorte que chaque joueur se sente important dans la bataille qu'il est en train de mener, Battlefield a mis en place un système de classes. Lorsque vous vous apprêtez à spawner dans un Battlefield, vous pouvez choisir une classe qui vous donnera les outils et les armes pour remplir un rôle particulier. Par exemple, choisissez Médic et vous aurez accès à des gadgets vous permettant de réanimer vos alliés morts au combat, de leur rendre des points de vie, ou de déployer de gros nuages fumigènes pour vous protéger. Comme ce rôle vous pousse à être au plus proche de vos alliés et donc au plus proche du combat, vous aurez alors accès à des armes de combat rapprochées, avec une haute cadence de tir, mais une efficacité à distance réduite. En bref, le game design de Battlefield vous donne les outils nécessaires pour remplir efficacement votre rôle et être utile à votre équipe. Comme vous pouvez changer de classe quand vous le désirez simplement en réapparaissant, vous n'êtes pas coincé dans le même rôle durant toute la partie, vous pouvez vous adapter à votre situation ou à vos envies. Il y a en général 4 ou 5 classes dans un Battlefield, et leur nom varie, mais bref, il y en a toujours une pour ravitailler et soigner, une pour détruire les véhicules ou les réparer, une pour repérer et une pour le combat contre l'infanterie. Dans Battlefield 2042, ce système, en place depuis toujours, ça dégage. Dites bonjour aux spécialistes. Exit les 4 ou 5 classes max, désormais vous avez 12 spécialistes de l'univers de Battlefield 2042. Il y en a 13, pas 12, juste pour info. Chacun de ces spécialistes dispose d'une capacité passive et d'un gadget qui leur sont spécifiques, et vous pouvez équiper n'importe quelle arme, n'importe quel gadget secondaire, n'importe quelle grenade. Alors dit comme ça paraît bien, parce que on se dit plus de choix et plus d'options pour les joueurs, mais je vous jure que c'est une des décisions de game design les plus débiles que j'ai vues depuis un bail. Et je m'explique. Déjà, prenons en considération l'immersion. C'est pas le plus important, mais j'ai envie de commencer par ça. Normalement, dans le multijoueur de Battlefield, vous incarnez un soldat anonyme. Il n'a pas de vraie personnalité, il ressemble à tous les autres, et c'est normal. Le personnage que vous incarnez, il va mourir au cours de la partie, et il reflète donc ces centaines de milliers d'anonymes qui meurent au cours d'une guerre. Sauf que les spécialistes de 2042, eux, ce sont des personnages à part entière. On leur a donné une apparence distincte, une personnalité et une histoire.
Du coup, quand vous combattez sur le champ de bataille, que vous choisissez un spécialiste et que peut-être 5 ou 6 joueurs de votre équipe ont exactement le même, ben ça fait bizarre. Et ça souligne aussi la complète absurdité du fait que ces spécialistes se battent les uns contre les autres, sans aucune logique d'alignement. De toute façon, il n'y a que 12 spécialistes dans des parties de 64 joueurs, vous allez donc voir des jumeaux. Accessoirement, le fait que ces spécialistes n'arrêtent pas de crever mais reviennent à la vie sans arrêt, c'est aussi un peu chelou. Je sais que ça peut paraître idiot, mais pour moi, ça détruit complètement l'immersion quand on joue au jeu. Ah, et aussi les lignes de dialogue. Oh, nom de Dieu, les lignes de dialogue. Are you really surprised? Come on. This is too easy. Ooh, sorry. I mean, I am as shocked as you. I am not overconfident. I'm just better than everyone else. That was something, right? Yeah, Angel does it again. Don't be sad. This is just how it works out sometimes. Sans déconner, vous avez l'impression d'avoir affaire à des soldats, là. Vous avez l'impression d'avoir affaire à des gens qui viennent de vivre les horreurs de la guerre, qui viennent d'en subir le traumatisme. Ils sont en train d'essayer de marveliser mes jeux vidéo, là, avec leurs répliques à 2 balles. Don't be sad. Sérieusement, un jour, il faudra que Joss Whedon réponde de ses crimes. Et le pire, c'est que ces répliques, elles contrastaient énormément avec le ton ultra sérieux, ultra dark que vous pouviez trouver dans les trailers. Ça n'avait rien à voir. Don't be sad. Cet aspect blagounet de film d'action de seconde zone qu'on trouvait dans les dialogues était tellement détesté par les joueurs qu'ils ont fait revenir les doubleurs pour enregistrer de nouvelles répliques plus sérieuses pour remplacer les anciennes. J'entends déjà certains me dire que ça affecte pas le gameplay. Alors ça se discute, parce que comme tout le monde joue les mêmes personnages sans distinction d'uniforme, le seul truc qui différencie vos alliés et vos ennemis, c'est une espèce de petite barre là, rouge ou verte sur leur personne. Et le fait que leur nom apparaît en rouge quand vous les regardez. Mais vous m'excuserez si dans le feu de l'action, je vois pas forcément qui est qui. Dans les anciens Battlefield, au moins, en fonction du camp dans lequel vous étiez, les uniformes étaient différents, donc c'était facile de savoir sur qui tirer. Mais vous savez quoi ? Admettons. Admettons que l'apparence ne change rien. Au-delà de ça, ça reste une mauvaise décision de game design. L'avantage des classes, c'est que non seulement elles encouragent le jeu en équipe, mais en plus, pour un joueur un peu expérimenté de Battlefield, elles vous permettent de prendre les bonnes décisions au combat. Par exemple, vous vous retrouvez face à un adversaire qui se met à couvert en face de vous. Si vous arrivez à savoir à quelle classe vous avez affaire au premier coup d'œil, vous pouvez prendre les bonnes décisions pour gagner votre duel. Si vous êtes face à un soigneur, mieux vaut éviter de s'approcher, puisque leurs armes sont très efficaces à courte distance et ont une haute cadence de tir. Si vous êtes face à un éclaireur, autant foncer vers lui, puisqu'en général ils sont équipés de fusils à lente cadence de tir et difficiles à utiliser en combat rapproché. Ça peut paraître compliqué comme réflexion, mais quand vous jouez à Battlefield, tout ça, vous le savez, y a pas besoin d'être un programmeur. Hein. Dans 2042, tout cet aspect stratégique passe à la poubelle. Puisque n'importe qui peut être équipé de n'importe quelle arme, eh ben vous ne saurez jamais quoi faire avant de vous faire tirer dessus. Et du coup, potentiellement d'être mort. Il est bien plus difficile de pouvoir choisir ses combats et d'adopter une vraie stratégie quand on peut jamais savoir ce à quoi on a affaire. Et c'est encore pire quand vous êtes dans un véhicule. Battlefield dispose de nombreux différents véhicules terrestres et aériens, je vais pas rentrer dans les détails, mais sachez que lorsque vous conduisez un véhicule blindé dans Battlefield, les joueurs ne peuvent pas vous tuer avec autre chose que des explosifs. Mais toutes les classes n'ont pas accès à des explosifs. Si vous savez à quelle classe appartient quel joueur, vous pouvez savoir si oui ou non il représente un danger imminent pour vous et votre équipage, et ainsi prioriser vos cibles. Dans 2042, non, n'importe quel joueur peut équiper quelques points de C4 et venir joyeusement vous exploser la gueule. Et ça, c'est sans compter les problèmes d'équilibrage qui viennent avec cette grande liberté de choix. Par exemple, Battlefield évitait qu'une classe capable de s'auto-soigner ou de s'auto-ravitailler ait accès à des explosifs anti-véhicules. La logique était simple. Si un joueur peut se soigner indéfiniment ou avoir accès à une réserve illimitée d'explosifs, évitons de lui confier de quoi facilement détruire les véhicules, il deviendrait bien trop puissant pour eux. Les véhicules sont censés apporter une asymétrie dans le gameplay. Ils sont très puissants, il n'y en a pas beaucoup, et ils nécessitent un vrai travail d'équipe pour les détruire. Un véhicule peut aussi complètement altérer une partie, donc rendre leur destruction trop facile, c'est un problème, parce que ça les empêche de changer le cours de la bataille comme ils sont supposés le faire.
Donc quand dans 2042, vous pouvez jouer Falk, capable de régénérer sa santé à 100% en moins de 2 secondes, et vous équiper du C4, c'est problématique. Foncez vers un tank, soignez les dégâts qu'il vous fait, posez votre C4 et au revoir. Et je me plains de ça alors que je me fais majoritairement tuer par des véhicules. Les classes limitaient certes les possibilités pour les joueurs, mais pour leur bien, car certaines combinaisons de gadgets et d'armes sont trop puissantes et provoquent un déséquilibre. De plus, le système de 2042 encourage le jeu individuel, puisque maintenant vous ne dépendez plus de vos coéquipiers pour beaucoup de choses. Alors, dans un jeu comme Call of Duty ou X-Defiant plus récemment, pourquoi pas? Mais pas dans Battlefield. Pas dans Battlefield où depuis toujours, la mécanique principale du jeu, c'est le jeu en équipe. Et j'entends certains me dire que maintenant ils ont remis en place le système des classes, que du coup maintenant n'importe qui peut plus s'équiper de n'importe quel gadget pour éviter des combinaisons trop puissantes. Oui, c'est vrai, mais ça leur a pris des mois, et ce n'était pas du tout prévu. La vision originale de 2042, c'était de garder ce système de spécialistes indéfiniment. D'ailleurs, oui, ils ont remis les classes, mais les spécialistes peuvent toujours équiper n'importe quelle arme. Vous allez donc vous retrouver dans l'agréable situation de voir un gars avec une tenue de camouflage complète sortir la moissonneuse-batteuse pour vous dégommer, ou d'avoir affaire à un sniper capable d'avoir de la munition à l'infini et de régénérer sa santé 10 fois plus vite que vous. Non, bravo, les duels équilibrés, on aime ça, hein. D'ailleurs, pour revenir sur la thématique de l'équilibrage, les équipes en charge de Battlefield sortent parfois des patchs pour rééquilibrer un jeu quand elles constatent que certains gadgets, armes ou classes sont trop forts ou trop faibles. C'était déjà difficile à faire quand vous aviez 4 ou 5 classes, mais alors imaginez quand vous en avez 12! Donc voilà, les spécialistes compliquent l'équilibrage, brisent l'immersion, nuisent à l'esprit d'équipe, et en plus ils sont mal designés, parfaitement, et je le prouve. Battlefield 2042, un jeu qui ne sait pas ce qu'il veut être. Une des raisons pour lesquelles les spécialistes ne marchent pas, c'est qu'ils ont été intégrés dans 2 jeux fondamentalement différents. Et pour ça, il faut qu'on parle de Hazard Zone. Hazard Zone, c'est le mode de jeu exclusif à Battlefield 2042. Un espèce de mélange hybride entre Battle Royale et Extraction Shooter. En escouade de 4, vous êtes largué sur une des cartes du jeu de base, et vous devez récupérer des disques durs issus de débris de satellites. Vous allez devoir combattre des ennemis contrôlés par l'IA, et d'autres escouades de 4 joueurs qui veulent ces mêmes disques durs. Après les avoir récupérés, vous devez atteindre un point d'extraction dans un temps limité, et bingo. Plus vous avez de disques durs, plus vous gagnez de crédit. Plus vous gagnez de crédit, plus vous pouvez acheter d'outils et de gadgets qui vous serviront pour votre prochaine partie, et ainsi de suite, etc., etc. Ce mode a été un flop. Et à peine 3 mois après la sortie du jeu, les équipes de Battlefield ont annoncé qu'il n'y aurait plus de contenu additionnel pour Hazard Zone. Et c'est bien dommage parce qu'il semblerait que certains spécialistes et éléments de gameplay soient particulièrement adaptés à ce mode de jeu. Salut tout le monde, c'est le Silver Soul du montage qui vous parle. Alors, je voulais vous dire que ma vidéo se base entièrement sur le postulat de base que Hazard Zone est un mode de jeu qui a été imaginé dans 2042 volontairement. Il y a plusieurs rumeurs qui disent que la raison pour laquelle Hazard Zone est un mode de jeu qui n'est pas très fun, et qui n'a pas eu beaucoup de succès, c'est que c'est un mode de jeu qui a été rajouté à la dernière seconde. Personnellement, moi j'y crois pas. Je pense que Hazard Zone a été pris en considération dans le développement de Battlefield 2042, je pense même qu'il a été pensé assez en avance, donc voilà, je tenais à vous dire que moi je pars de ce postulat de base. Je vous laisse continuer la vidéo. Il faut que vous compreniez qu'une expérience dans le mode classique de Battlefield 2042 est très différente d'une expérience dans le mode Hazard Zone. Dans le mode classique, vous pouvez mourir autant de fois que vous voulez, donc vous pouvez vous permettre de faire quelques folies, ou d'aller vite. Vous recherchez l'affrontement, les combats sont rapides, brutaux, explosifs, vous allez souvent croiser des ennemis. Dans Hazard Zone, le jeu est lent, les combats sont plus risqués et menés avec plus de prudence. Vous allez passer beaucoup de temps à vous balader sur la carte sans voir personne pour aller d'un point A à un point B, et chaque mort compte, puisque vous ne pouvez respawner qu'une fois.
peu de gadgets sont disponibles, puisque certains doivent être achetés avec des crédits spécifiques au mode de jeu qu'on obtient en gagnant des parties, votre munition est limitée, les armes que vous choisissez aussi, bref, ce sont deux choses qui n'ont rien à voir, j'insiste là-dessus, rien du tout. Et pourtant, vous utilisez exactement les mêmes personnages dans les deux modes. Ça explique pourquoi certains spécialistes semblent avoir un potentiel limité. Prenez Rao. Son gadget lui permet de pirater les joueurs adverses. En piratant un ennemi, vous le rendez visible aux yeux de tous les joueurs, y compris au travers des murs. De plus, pendant 5 secondes, le joueur piraté ne pourra plus voir sa santé, sa mini-carte, son compte de munitions, bref, c'est idéal pour neutraliser un adversaire. Alors dans Hazard Zone, pourquoi pas? Vous avez souvent affaire à une équipe adverse de 4 joueurs, et repérer puis neutraliser l'un d'entre eux peut faire la différence dans l'affrontement. Mais à quoi ça sert dans une équipe de 32 joueurs, dans le mode classique? Vous m'expliquez? Sans oublier qu'il lui faut un peu plus d'1 seconde pour pirater un adversaire. Et ça en a pas l'air, mais dans le jeu c'est long 1 seconde, parce que c'est 1 seconde à le garder dans sa ligne de mire sans pouvoir bouger ou tirer. 1 seconde que vous auriez pu passer à l'éliminer. Alors oui, Rao peut aussi pirater les véhicules adverses, ce qui le rend assez utile dans le Battlefield classique, mais pas du tout dans Hazard Zone, parce qu'il y a peu de véhicules dans Hazard Zone. Du coup, peu importe le mode de jeu auquel vous jouez, son kit est à moitié obsolète. D'ailleurs, ça reste un des spécialistes les moins joués, hein. Irish fait aussi partie de ces personnages dont le kit est à moitié obsolète en Hazard Zone. Il dispose d'un système trophy capable de détruire les explosifs ennemis en approche. C'est très fort dans le mode classique où il pleut des grenades, par contre en Hazard Zone, à 4 contre 4, où tout le monde n'a pas forcément de grenades, ben ce gadget, il sert un peu à rien. Inversement, certains spécialistes sont beaucoup trop forts en mode classique. Sundance et sa grenade à dispersion en sont un exemple. À la sortie, Yale pouvait lancer jusqu'à 2 grenades qui libéraient 4 nouvelles petites sous-grenades en explosant. C'était un cauchemar. En Hazard Zone, c'est fort, mais c'est gérable. Un seul joueur par escouade peut incarner Sundance, donc on ne reçoit pas des grenades trop souvent, et on peut les esquiver, ou même se soigner après avoir subi des dégâts. Mais quand vous êtes à 32 contre 32, et que vous avez parfois une dizaine de Sundance face à vous, le spam de grenades est un cauchemar. Sa capacité a été nerfée dans le sol, une charge de moins, dégâts réduits, rayons réduits, temps de recharge augmenté, et même après tout ça, Sundance reste quand même extrêmement joué. Les spécialistes et leurs capacités ont été pensés pour 2 jeux qui n'ont rien à voir, et cela implique non seulement de mauvais choix de game design, mais aussi une galère complète pour l'équilibrage. Mais il n'y a pas que les spécialistes qui ont été affectés par l'existence de Hazard Zone. Je pense que ce mode a impliqué plusieurs choix de game design extrêmement douteux. Je vais les survoler ici, mais j'en parlerai dans une suite de cette vidéo, je pense. Alors, je commence par le moins grave. Mais parlons des exécutions. Dans les 2 précédents Battlefield, vous disposiez d'un grand choix d'armes de corps à corps pour abattre votre adversaire. Si vous attaquiez dans un certain angle ou infligiez un certain nombre de dégâts, cela déclenchait une petite animation d'exécution à la première personne de votre adversaire. C'était très stylé, c'était très immersif, vraiment moi j'adorais ça. D'ailleurs c'est ce que vous pouvez voir en arrière-plan. Mais dans 2042, on oublie. Maintenant quand vous arrivez dans le dos d'un adversaire, vous pouvez déclencher une exécution. Une petite cinématique à la 3e personne commence, et paf. Schlax. Voilà. Le problème, c'est que vous n'avez que 8 exécutions différentes. Et oui, exit les dizaines d'animations des jeux précédentes. Plus que 8 exécutions. Et vous savez, c'est quoi le meilleur? La majorité sont payantes. Si vous ne voulez pas rajouter de la thune dans ce jeu, dont le prix original est de 80 €, je le rappelle, vous allez rester avec une seule arme de corps à corps et une seule exécution pendant longtemps. Sans oublier l'absurdité de relever un adversaire allongé au sol juste pour le refoutre à terre avant de le poignarder. Franchement, ça me fera toujours rire. Okay, that is absolutely stupid, not gonna lie. That is the dumbest thing I've ever seen. Mais allez, c'est pas le plus grave, parce que en théorie, ça fonctionne bien dans Hazard Zone par exemple. C'est un moyen d'éliminer instantanément un adversaire sans possibilité de réapparition, ce qui est très fort. Et c'est normal, parce que c'est une action difficile à effectuer. Il faut s'approcher d'un adversaire dans le dos, appuyer sur un bouton, et prier pour pas se faire shooter pendant que l'exécution se met en place. Mais maintenant, parlons de trucs beaucoup plus graves. Comme la mécanique d'armure, que j'appelle affectueusement la mécanique ta mère. La mécanique d'armure permet à certains joueurs d'équiper jusqu'à 20 points d'armure. L'armure diminue les dégâts que vous recevez de X% jusqu'à ce qu'elle se brise. En théorie, c'est un outil qui vous permet de rester plus longtemps en combat dans le mode Hazard Zone. Et c'est normal! Si vous avez moins d'opportunités de réapparaître, on va rendre l'action de tuer plus difficile. Cela force à être plus stratégique et plus prudent en 1 contre 1.
Et comme vous rencontrez peu de joueurs dans Hazard Zone, c'est pas dérangeant. Mais dans le mode classique, c'est insupportable! Vous croisez un ennemi toutes les 2 secondes, souvent plusieurs en même temps! Vous avez pas le temps de vous demander s'ils ont de l'armure, vous tirez! Et très souvent, vous vous retrouvez à vous faire tuer par quelqu'un à qui vous avez théoriquement fait beaucoup plus de dégâts, mais qui avait de l'armure, donc non, il a pu encaisser la moitié d'un chargeur! Vous auriez dû le tuer, cet adversaire! Mais non, Jean-Kevin a appuyé sur un bouton une fois avant de vous croiser pour équiper un objet à la con, et maintenant il prend un chargeur entier pour être éliminé! Et je vous passe les joies de perdre un duel de sniper malgré le fait que vous ayez tiré en pleine tête de l'adversaire, parce que ce dernier avait une plaque d'armure sur le torse! L'armure n'est pas adaptée au mode classique de Battlefield où la symétrie de gameplay ne doit pas être présente entre les joueurs d'infanterie. D'ailleurs, l'armure a été nerf à de très nombreuses reprises. Au cours des derniers patchs, tous les spécialistes l'ayant dans leur kit de base l'ont perdu. Elle ne protège plus des dégâts de tir à la tête et son efficacité a été réduite. Le seul moyen d'avoir de l'armure désormais, c'est de l'équiper en tant que gadget quand vous jouez la classe assaut. Elle est plus rare, mais perdre face à quelqu'un qui a de l'armure, c'est toujours aussi frustrant. Moi, personnellement, je l'aurais complètement retiré du mode classique. Ouh! Excusez-moi, mais vraiment, ça me rend marteau. Parlons maintenant un petit peu de level design et de map design. C'est pas ma spécialité, mais je peux quand même vous dire 2-3 trucs. Les cartes sont trop grandes et trop vides. Dans un extraction shooter, comme Hazard Zone, le jeu étant très lent, il n'est pas rare de se balader dans des zones entièrement vides et dépourvues d'intérêt. Ce sont juste des zones à traverser pour éviter que tout le monde ne se rende au même endroit ou n'y arrive en même temps. De plus, les joueurs étant dispersés sur toute la carte, les embuscades dans ce genre d'endroit sont rares, et quand elles arrivent, elles représentent un défi rude, mais pas insurmontable. Alors que dans un mode de jeu à 32 contre 32, où vous pouvez mourir aussi vite qu'un chihuahua cardiaque à côté d'un klaxon, devoir courir pendant plus d'1 minute pour rejoindre l'action dans une zone complètement à découvert, où il y a très probablement un paquet de snipers ennemis qui ont une ligne de mire entièrement dégagée sur vous, bah c'est chiant. Oui, c'est chiant. Voilà, toutes les cartes disponibles à la sortie du jeu avaient le même problème et ont été retravaillées pour ajouter des éléments de décor, du couvert et des zones d'intérêt dans ces lieux autrefois vides. Et heureusement, mais ça leur a pris plus d'1 an au total. Et en prime, ils avaient l'audace de présenter ça comme de la nouveauté lors de leur mise à jour. Pas comme s'ils avaient résolu un problème qui n'aurait jamais dû exister depuis le début. Et c'est quand même dingue qu'un game designer en formation, oui, en formation, comme moi, qui n'ait aucune expérience en map design, s'en rende compte, mais pas la plus grosse équipe jamais affectée à la création d'un Battlefield. Parce que oui, parlons-en, Electronic Arts, les producteurs derrière Battlefield 2042, avaient fait fusionner plusieurs studios pour créer Battlefield 2042. Donc le jeu, il a eu de la ressource pour se faire. Des centaines d'idées et d'avis différents ont été explorés, et pourtant on finit avec ça. C'est pas normal que toutes ces décisions soient passées, alors que je suis capable de faire une vidéo entière pour expliquer pourquoi c'est débile, alors que je suis qu'un seul game designer. En formation. Oui, en formation, et bon sang, vous êtes qui, vous? Moi? Je suis toi il y a 1 an. Oh non, quand on était encore... Des marketeurs, oui. Et d'ailleurs, on va rentrer dans mon domaine. Battlefield 2042, un rêve mouillé d'actionnaire. Il serait extrêmement naïf de ne voir qu'une pure incompétence derrière les décisions de game design qui font de 2042 le fiasco qu'il est. Si vous vous y connaissez un peu en jeux vidéo, vous avez dû remarquer que les spécialistes, les exécutions, un mode secondaire appelé Hazard Zone, oui Zone, ça ressemble quand même pas mal à Warzone, le mode gratuit de Call of Duty, principal rival de Battlefield. Et depuis son introduction en 2020, le mode Warzone cartonne. Des millions de joueurs, une communauté solide, mais surtout des dizaines de millions de microtransactions effectuées pour un total de 30 milliards de dollars de recettes. Pour un jeu gratuit. Pour ceux qui n'y connaissent rien aux jeux vidéo, une microtransaction est l'achat dans le jeu d'objets ou de contenus virtuels contre de l'argent réel. Dans Battlefield ou Call of Duty, ce sont surtout des apparences pour son personnage ou les armes que l'on tient en main. Alors, est-ce que je suis en train de dire que Battlefield 2042 a copié Warzone? Alors non, pas d'un point de vue de gameplay. Ce serait comme dire que Minecraft a copié Age of Empires parce que dans les 2 jeux on construit des trucs. Par contre, ce que je suis en train de dire, c'est que d'un point de vue de monétisation, je pense que oui, ils ont copié. Allez, qui veut remettre 100 balles dans un jeu qui a déjà coûté 80 à la base? Non mais... Vas-y, on se fait plaisir, hein. Regardez, vous économisez 30%. 3000 pièces bonus. Ils sont pas adorables, les développeurs? Et c'est là qu'on comprend tout de suite mieux beaucoup de décisions de game design de 2042. Pourquoi passer aux spécialistes? Parce que désormais, lorsque vous achetez un objet cosmétique, contrairement au précédent Battlefield, vous ne l'achetez pas pour tous vos personnages, mais pour un seul des 12 spécialistes. Vous aimez beaucoup jouer Liz et vous avez envie de lui donner une apparence qui se démarque des autres? Bien sûr que vous pouvez pour seulement 9,99.
Par contre, si vous voulez aussi démarquer l'apparence de McKay, un autre de vos personnages favoris, il va falloir remettre la main au portefeuille. 12 spécialistes avec chacun leurs propres objets virtuels individuels, c'est 12 fois plus d'occasions de dépenser. D'ailleurs, je me demande si faire en sorte que l'on se retrouve avec autant de doublons dans nos parties, c'était pas fait pour nous pousser à acheter des skins pour nous démarquer. Je ne suis pas psychologue, donc sur cet aspect, je ne fais que spéculer. Mais poursuivons. Pourquoi les exécutions à la troisième personne? Pourquoi être mis à terre à la troisième personne? Pour que vous puissiez plus souvent admirer votre merveilleux skin. Parce que oui, c'est un peu difficile de faire vendre des apparences pour un personnage que vous ne voyez pas, puisque vous êtes littéralement dans son point de vue. D'ailleurs, pourquoi remplacer les anciennes animations de combat au corps à corps par les exécutions? Parce que maintenant, on peut monétiser ces petites cinématiques pour seulement 5 € pièce. Pourquoi créer un mode Hazard Zone basé sur des mécaniques d'extraction shooter? Bien, peut-être parce que lorsque 2042 entre dans sa phase de brainstorming, des jeux comme Escape from Tarkov ou Unshowdown, tous les deux des extraction shooters, sont très populaires. Ironiquement, ce qui fait qu'une partie du game design de 2042 est aussi bancale, ce sont selon moi de pures décisions économiques. Et ça, c'est inadmissible. Non, je suis de retour. Comprenons-nous bien, je ne suis pas en train de faire mon théoricien du complot. Tout ce que je vous ai expliqué, c'est factuel. Ce sont de vraies techniques pour vendre plus d'objets virtuels. Ça s'appelle des dark patterns. C'est déjà assez dégueulasse en soi d'avoir détruit les fondations d'une franchise vieille de plus de 20 ans pour ça, mais je vous rappelle qu'ils l'ont fait pour vendre plus de contenu additionnel pour un jeu qui coûtait déjà 80 € à la sortie. EA et ses actionnaires veulent notre pognon, et rien ne les arrêtera. Et le pire, c'est que ça marche. Alors, je ne sais pas à quel point 2042 a été rentable, mais je sais que EA emploie à peu près le même mode de fonctionnement pour ses microtransactions dans un de leurs autres jeux, Apex Legends. Un jeu gratuit qui a rapporté à Electronic Arts en 2023, tenez-vous bien, 3,4 milliards de dollars. À ce niveau-là, je vais blâmer Electronic Arts et sa monétisation agressive, mais je vais aussi blâmer les consommateurs, parce que c'est pas possible. Donc si vous trouviez que 2042 était tout pourri et que vous ne compreniez pas comment les équipes en charge du jeu n'avaient pas pu s'en rendre compte, ben, à mon avis, elles s'en sont rendues compte. C'est juste que 2042 a été pensé bien plus comme un produit que comme un jeu vidéo. Et du coup, bah, il pouvait pas être bon. Donc voilà, merci les actionnaires, merci les marketeurs, mais vous savez quoi ? Merci les équipes de game design aussi. Parce que oui, derrière les décisions de monétisation agressive et les choix douteux de game design qui les ont accompagnés, je me demande aussi s'il n'y a pas un paquet d'incompétences. Parce que j'ai vraiment gratté que la surface des problèmes de 2042. Sauf que là, c'est déjà beaucoup pour une vidéo qui commence à être trop longue, donc je reviendrai dessus une autre fois. Je parlerai de son lancement foireux, de sa bêta aux fraises, j'aborderai le map design plus en détail, je pense, l'équilibrage des véhicules, le mode à 128 joueurs, l'expérience ratée de Portal, le scénario dont tout le monde se fout, et de nombreux autres fiascos. Mais là, j'ai surtout besoin d'aller jouer à un bon jeu. Il sort quand le prochain Space Marine ?